l'introduction de cette session sur comment les entreprises peuvent, doivent, pourraient intégrer la biodiversité dans leur stratégie. Et plutôt que de faire un exposé en préparant avec Magali, que je remercie pour l'invitation et la sollicitation, je choisis de le faire de façon libre. Ça permet de ne pas vous écraser avec des diapos dans tous les sens. Et ça permet un peu plus de liberté. En plus, ça permet de m'ajuster sur le temps. Bon, une fois qu'on a dit ça, après, c'est un peu compliqué de prendre un angle d'attaque et de savoir comment on peut faire. Alors, j'aurais pu choisir de revenir sur la COP biodiversité qui s'est tenue à Cali il y a quelques jours. Qui a marqué un certain nombre d'éléments. Pour moi, il y en a deux qui ont marqué. Le premier, c'est tout compte fait l'énorme difficulté des États de se mettre d'accord sur ce que c'est la biodiversité, sur ce que l'on veut faire. Difficulté de se mettre d'accord à un point tel qu'à la fin, au moment de conclure, et donc en général où on signe les accords, mais il n'y avait plus assez de combattants pour signer. Donc ça, c'est le côté négatif. L'autre côté positif, je trouve, c'est le fait que les entreprises ont pris le sujet à bras-le-corps, puisqu'il y a eu quasiment une forme de COP d'entreprise autour de ce sujet-là, pour dire, bah oui, tout compte fait, nous, la biodiversité, on en a besoin, même si, in fine, ce qu'on peut voir, et je pense que c'est quelque chose qui doit nous intéresser aujourd'hui, ça a fini par se recentrer sur un sujet qui a déjà été largement battu, à savoir l'utilisation des ressources génétiques dans les différents pays à des fins d'exploitation. Donc en gros, un coup d'intérêt, mais on voit que la biodiversité, tout compte fait, on aime ça quand c'est une forme de ressource, comme on a pris des ressources minières par le passé. Donc j'aurais pu faire ça. J'aurais aussi pu faire un plaidoyer larmoyant sur la biodiversité qui s'effondre. Effectivement, on a aujourd'hui un rythme d'effondrement qui est 100 à 1000 fois plus élevé que le rythme d'effondrement de l'ère pré-industrielle. Donc effondrement en termes de nombre d'espèces. C'est souvent présenté comme ça. Et d'ailleurs, quand vous avez des reportages à la télé, ce qu'on vous montre, c'est en général des éléphants en Afrique ou des lynx. Enfin bref. En gros, des animaux qui sont un peu en dehors de chez nous. Ou alors on vous montre la forêt amazonienne en cours de déforestation. Ce qui fait que c'est assez loin, en fait, cette question de l'effondrement de la biodiversité. Il y a par contre des choses qui nous concernent directement et quelques études extrêmement intéressantes, notamment une des premières qui a mis le doigt sur un élément de preuve. C'est un papier de Kaspar Hollmann, un chercheur allemand, qui en 2017 a publié une étude qui portait sur des zones dites protégées en Allemagne et qui montrait que sur un suivi linéaire, avec toujours exactement la même méthode, en 26 ans, on avait perdu 75% de la masse d'insectes. Et là, tout le monde s'était publié en 2017 et il y avait eu un certain nombre d'articles dans les journaux qui disaient bah oui, effectivement, nos pare-brises, quand on va en vacances en été, ils sont plus sales. On n'a plus besoin de les nettoyer. Donc c'était quasiment un avantage à ce moment-là. Mais quand même, on a pris conscience de ça. Et puis, ces études ont été poursuivies et il y a eu une autre publication complémentaire fin 2023. Donc vous voyez, il n'y a pas longtemps. Dans à peu près les mêmes régions, se concentrant là sur les zones arables et montrant qu'en l'espace de 25 ans, on avait perdu 95% de la masse d'insectes. 95%. En gros, il n'y a plus rien. Les seuls insectes qui étaient présents, encore présents, et qui ont tendance à augmenter, c'est les pucerons. Et en gros, c'est les seuls. Et cette étude, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle pointe trois choses. Le premier, c'est que si vous avez les pucerons qui augmentent alors que tout le reste... Les pucerons sont plutôt embêtants. Hein. Si vous avez des rosiers ou si vous avez du blé ou des betteraves, vous savez que c'est un problème. Et bien en fait, l'effondrement de la biodiversité conduit à ce qu'un problème augmente. Et ça veut dire que la biodiversité peut, non pas en tant que ressource, comme je mentionnais pour Cali, mais en tant qu'élément de régulation dans un écosystème, peut rendre un certain nombre de services. Deuxième élément, c'est la problématique de la métrique. Comment vous mesurez la biodiversité ? Et là, les études allemandes pointent qu'ils ont un indicateur. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'est cet indicateur, mais vous avez la masse d'insectes, qui est une variation continue, qui vous permet de dire quel est l'état du milieu et qui permet de le mesurer. Un bon indicateur, c'est quoi ? C'est un indicateur qui globalement pointe dans l'endroit que vous voulez regarder. C'est quelque chose que vous pouvez mesurer et qui va varier avec une action. Et c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que tout le monde regarde l'indicateur de la même façon. Effectivement, une masse d'insectes, c'est assez facile. Et puis, troisième élément de cette étude, qui fait le lien avec beaucoup d'autres choses qui ont été faites par ailleurs, c'est identifier ce que sont les causes de variation de cette biomasse. C'est l'anthropisation des milieux, c'est-à-dire l'activité humaine à un endroit. C'est les changements d'allocation des sols.
c'est l'intensité d'utilisation, et puis, in fine, c'est un certain nombre de xénobiotiques qui vont avoir un effet sur la biodiversité. Les xénobiotiques, c'est les pesticides, par exemple, mais c'est aussi l'ensemble des produits que nous utilisons les uns et les autres dans nos maisons, qui mettent une pression aussi sur la biodiversité. Attendez, il ne faut pas que je me perde dans mes feuilles. Et donc, en fait, cette question d'évolution de la masse d'insectes nous fait rentrer, ou nous fait prendre conscience qu'on a changé, que l'activité humaine a changé les équilibres du vivant. Changé les équilibres entre l'eau, l'air, le sol. C'est ce qui, en fait, définit une ère géologique et qui amène aujourd'hui au fait que l'on est dans l'ère de l'Anthropocène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les grands équilibres sont modifiés par l'activité même de l'humain. C'est la première fois dans l'histoire de notre planète que c'est l'activité d'une espèce qui a changé totalement les équilibres. En fait, ce n'est pas si vrai que ça. Ça s'est produit il y a une fois, il y a 300 millions d'années, il y a longtemps, la fin du Carbonifère, qui est la période où on a accumulé beaucoup de charbon, est liée en fait à l'apparition d'une mutation sur les champignons, mutation qui permettait à ce champignon-là de dégrader de la lignine. Le charbon, en fait, c'est rien d'autre que de l'accumulation d'un carbone qui n'est pas dégradé. Et bien, l'apparition sur un champignon de la capacité à dégrader la lignine lui a donné un avantage concurrentiel absolument énorme, vu qu'il avait une source alimentaire supplémentaire auquel les autres n'avaient pas accès. Donc ce champignon-là, ces mutations-là se sont répandues dans l'ensemble des champignons. Aujourd'hui, tous les champignons sont capables de dégrader de la lignine. Et il n'y a plus de lignine qui s'est accumulée, donc c'est la fin de l'ère du charbon. C'est la seule fois où ça s'était produit. Nous, on le fait avec une vitesse infiniment plus grande, puisqu'en l'espace de même pas un siècle, on a pesé sur le milieu de façon absolument déraisonnable. Alors, ayant dit tout cela, en fait, quels sont les messages que je pourrais vous donner ? J'avais envie de vous en donner 5. Ces 5, ça permet de compter sur les doigts. Le premier, c'est un message qui pour moi est absolument important. C'est vrai que je suis d'une formation de biologiste, mais c'est l'extrême complexité du vivant. Le vivant a un niveau de complexité que l'on sous-estime très très largement. Pour une raison très simple, il est complexe parce que ça fait à peu près 3 milliards d'années que les organismes vivants se battent pour rester en vie. Rester en vie et se reproduire, il n'y a que ça qui compte dans le vivant. Et donc ça a conduit en fait ce vivant à être incroyablement complexe, à avoir énormément de fonctions de redondance. Et quand on dit le vivant, ce n'est pas un organisme. En fait, c'est une grande complexité et différentes chaînes. C'est la diversité des gènes. Vous avez chez les espèces des redondances de gènes. C'est la diversité des génomes, c'est la diversité des espèces, c'est la diversité des communautés, c'est la diversité des habitats. C'est tout ça qui fait la biodiversité. Et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure qu'il ne faut pas résumer l'effondrement de la biodiversité à la perte, à la disparition d'une espèce. Le deuxième élément autour de la complexité du vivant, c'est qu'est-ce que nous regardons ? On a tendance à regarder la biodiversité ou les espèces à peu près à hauteur d'yeux. C'est-à-dire des choses qui ont une taille que l'on voit, dans un rapport de x10 ou 10, enfin 10 puissance 1 ou 10 puissance moins 1, en gros, de notre poids ou de notre taille. En fait, la biodiversité, ça nous a conduit, cette tendance-là, à sous-estimer une couche absolument majeure, qui est la couche des micro-organismes. Les micro-organismes, d'abord, c'est les formes les plus anciennes du vivant, et ils sont infiniment plus nombreux que nous sur cette Terre. Merci beaucoup, et infiniment plus diversifié. Pour vous donner un ordre de grandeur du poids, si vous avez dans les endroits qui sont les plus riches en biodiversité, en France, en gros, c'est les prairies. Sur une prairie, vous avez à peu près 5 tonnes d'herbe à la surface du sol. Vous avez 1,5 tonne de vaches au-dessus, 1,5 tonne de lombrics en dessous, et vous avez un peu plus de 5 tonnes de bactéries, de micro-organismes en dessous. Donc vous voyez, c'est des masses absolument considérables. Et en fait, ça conduit ce secteur-là, ce groupe des micro-organismes, a conduit, parce qu'il est très complexe, à faire émerger la notion de microbiote. C'est-à-dire on ne regarde plus les espèces qu'elles sont, mais en fait cet ensemble-là, par ses fonctions, par ses redondances, par sa masse globale. Et puis, la couche au-dessus de complexité, c'est l'interaction qu'il y a entre ces différents niveaux d'organisation. Ça conduit au concept dit d'holobionte, H-O-L-O-B-I-O-N-T-E, qui est l'interaction entre un organisme et l'ensemble des autres organismes qui l'hébergent. Nous sommes tous des holobiontes par les microbiotes que nous hébergeons au niveau de notre intestin et notre peau et partout. Et on sait
c'est clairement démontré aujourd'hui que la structure du microbiote humain va peser sur l'ensemble de notre métabolisme. Donc, on prend aujourd'hui de plus en plus en compte ces interactions depuis qu'on les a découvertes. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était ce que j'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, les services rendus par la biodiversité. Ils sont nombreux. Ce n'est pas simplement j'ai une espèce, je la prélève, puis après elle va se régénérer. Non, c'est plus largement réussir à comprendre l'ensemble des services écosystémiques qui sont produits par les insectes, depuis la production jusqu'à des services, y compris des services culturels liés à la biodiversité. Quand vous avez des appellations d'origine à certains endroits, ils reposent sur le fait qu'il y a une biodiversité dans ces milieux-là. Donc c'est l'ensemble de ces services-là qu'il faut être capable de mesurer et de documenter. Je n'en documenterai ou je n'en mentionnerai que deux. Cette biodiversité et son utilisation, c'est au cœur même aujourd'hui du concept d'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas un concept fumeux, c'est de considérer que l'agriculture, c'est un ensemble d'écosystèmes que l'on cherche à organiser en fonction des services que l'on veut obtenir. Et plus on augmente la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des fonctions hébergées, plus les services rendus sont élevés. C'est un concept qu'aujourd'hui, on est en train de traduire en opérationnalité. Je vais faire un peu de pub d'un que sais-je qu'on a publié en début d'année avec Philippe Mauguin et Thierry Caquet, qui est mon homologue directeur scientifique environnement, sur, en gros, l'agroécologie, ça veut dire quoi ? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui a été beaucoup réfléchi par un dénommé Sian White, un Écossais qui avait travaillé sur ces questions-là, qui montrait en fait qu'on devait réfléchir à l'articulation entre le capital naturel, donc les services écosystémiques, le capital technologique et le capital humain. Et il ne faut pas les opposer, il faut les articuler, sachant que le capital naturel est quelque chose que tout compte fait, on ne paye pas si cher que ça. Deuxième service que je voulais mentionner, c'est le service de santé, dont on sait aujourd'hui qu'il est pour une très grande part lié au microbiote humain. Et donc on doit préserver ce microbiote humain. Si vous voulez lire des choses intéressantes là-dessus, regardez les travaux de Joël Doré, qui montrent qu'on doit contrôler le microbiote humain, on doit le préserver. Comme il le dit, c'est une symbiose qu'il est vital de préserver. Donc ça, c'était mon deuxième message. Le troisième message, c'est qu'il faut regarder la biodiversité comme étant un bien commun. On a tendance, malheureusement, à opposer les biens privés, que sont les biens de production, la quantité d'argent qu'on a dans son portefeuille, avec les biens communs, que sont l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Vous pourriez même aller jusqu'à la santé globale. On doit sortir de cette opposition pour dire qu'il est possible de les concilier. Et c'est vraiment, pour moi, un point qui est absolument majeur. En fait, si on les a opposés, c'est parce qu'on a basé une partie du développement et de la production de biens privés sur la recherche des économies d'échelle. Si on imagine des modes de développement qui ne reposent plus exclusivement sur des économies d'échelle, à ce moment-là, il est possible de la cultiver, de les concilier. Deuxième point, qui est lié au fait que la biodiversité est un bien commun, c'est qu'elle est commune à aujourd'hui et à demain. Et je pense que ça, c'est un élément sacrément important. Quand on travaille la biodiversité sur un sujet, on doit le penser pour aujourd'hui et les services qu'elle va rendre aujourd'hui, mais aussi en fonction des services que ça va rendre demain. On a eu un peu tendance à perdre cette profondeur temporelle dans l'ensemble de la réflexion que nous avons. Je n'ai pas le temps de développer un exemple là-dessus. Tant pis pour moi, j'avais qu'à aller plus vite avant. Et le troisième élément qui est lié au fait que c'est un bien commun, c'est que nous devons agir au titre d'aujourd'hui et de demain, mais ce n'est plus un problématique. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité. La culpabilité, c'est trop facile. Je suis coupable. Bon. La question de responsabilité et d'éthique qui est au cœur de la biodiversité. Donc ça, c'était mon troisième message. Je vois que Magali commence à regarder le temps qui passe. Je suis bientôt arrivé au bout. Le quatrième élément, c'est que par l'action, on peut régénérer vite, je ne vais pas dire très vite, mais vite, les services écosystémiques liés à la biodiversité. À la différence des problématiques climatiques qui vont mettre un temps fou à être corrigées, plusieurs siècles, les questions de biodiversité, si on s'y prend comme il faut, on peut très vite récupérer des services environnementaux. C'est typiquement ce qui est au cœur de l'agriculture régénératrice. Donc c'est organiser différemment les paysages et les utiliser autrement. C'est réduire la pression dessus, donc réduire la quantité de xénobiotiques. Chose qu'on oublie, c'est réduire les pertes et gaspillages. On a encore aujourd'hui en France un peu plus de 30% de ce qui sort des industries agroalimentaires, enfin des exploitations agricoles, qui n'est jamais consommé, parce qu'il est perdu quelque part. Et bien en fait, c'est autant de pression qu'on met sur le milieu.
Et puis, c'est dessiner la biodiversité, dessiner des paysages qui nous rendent des services. Et puis, dernier point, dernier message, c'est quelles sont les conditions pour y parvenir. Les conditions pour y parvenir, il y en a quelques-unes. Le premier, sans aucun doute pour moi, c'est de rendre visibles les coûts cachés de ce que l'on fait. Quand nous avons une activité économique, elle rend un certain nombre de services, et notamment de l'argent, mais en fait, elle a un coût. Et ce coût, il peut être très élevé. En agriculture, c'est un travail qui a été publié par la FAO l'année dernière. L'ensemble de la production agricole à l'échelle du monde, c'est 5 000 milliards de dollars. Les coûts cachés liés à l'agriculture sont estimés entre 10 000 et 12 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 à 2,4 fois plus. Il faut les rendre visibles. Ce n'est pas de l'argent théorique, hein. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui font du bénéfice là-dessus, hein. Donc ça veut dire que ça ne les intéresse pas forcément qu'on les réduise. Mais on peut réduire ça et on peut d'abord mesurer la réalité de ces coûts-là. Ça, c'est le premier point. Il y a des tas de travaux autour de ça. Le deuxième point, c'est de changer notre regard sur la nature. Le regard sur la nature, il a beaucoup bougé au cours du temps, d'une nature qu'on voulait maîtriser à une nature qu'on veut écarter. Et la question, c'est comment on l'utilise maintenant. Et si vous voulez vous amuser là-dessus, c'est vous prenez une feuille de papier et vous dessinez tout compte fait. Pour moi, c'est quoi un beau paysage agricole ou un beau paysage. Et vous verrez à ce moment-là l'effort que vous devez faire pour ne pas, ou pour vous extraire d'un paysage où il n'y a plus de biodiversité. Et puis le dernier élément, c'est notre connaissance. Et pour beaucoup de chefs d'entreprise, la question se pose de à quel moment ils ont croisé pour la dernière fois la biologie. Si pour la plupart des chefs d'entreprise qui font, par exemple, une école de commerce, ça arrive et il y en a un certain nombre, hein, et bien la dernière fois qu'ils font de la biologie, c'est en fin de classe de première. C'est loin, hein. Et ça veut dire qu'à un moment donné, entrer dans une discussion avec quelqu'un qui couvre des questions de biologie et de biodiversité, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'espace commun pour reprendre les travaux de Monarque sur les espaces communs qui permettent le dialogue. Et donc je pense qu'il y a une vraie question à construire autour de ça. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai dépassé mon temps d'1 minute 56, ça déprime Magali. Et donc je vais conclure en disant, comme le disait Gramsci dans ses carnets de prison, il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Et je dirais, c'est une question de responsabilité au plus haut niveau qu'on puisse avoir pour nos concitoyens dans cette planète aujourd'hui et pour ceux qui vont l'occuper demain. Je vous remercie.